symbol rate 30 000, polarité horizontale. Le satellite Amos 15, position 15 degrés est, fréquence 12 333, symbol rate 30 000, polarité verticale. For You Télévision est également disponible sur les bouquets créés au Linkswecom, Star Times, sur nos différentes plateformes numériques et sur l'application For You Media, téléchargeable sur Play Store. En bonus, profitez de la pertinence de nos sujets d'actualité et de l'interactivité de toutes nos émissions. Participez par appel WhatsApp au +237 693 589 668. Sur Skype, For You TV. For You Télévision, votre nouvelle chaîne panafricaine qui vous offre une autre vision du monde. Mesdames, Messieurs, le grand journal sur For You Télévision. Au sommaire, coopération RCA Gabon. Touadéra souhaite un nouveau protocole de défense. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, en visite au Gabon, a mis sur la table des discussions avec son homologue Ali Bongo, des questions bilatérales d'intérêt commun. Après avoir remercié le président gabonais pour son soutien face à l'embargo sur les armes en SCA, le président Touadéra a salué le travail du contingent gabonais sur son territoire. On en parle dans ce journal. Et puis toujours dans l'actualité du grand journal sur For You Télévision, diplomatie, visite en Afrique d'Anthony Blinken. À quoi ressemble la nouvelle stratégie des États-Unis? La rédaction centrale de For You Media s'est penchée sur la question. Le secrétaire d'État américain a fait 3 États en Afrique, notamment l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Celui-ci y a dévoilé les désirs des États-Unis de contre-attaquer sur le marché face à la Russie et la Chine, mais également la volonté d'apporter une réorientation dans la lutte contre le terrorisme sur le continent. Des détails à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur For You Télévision et vous regardez le grand journal qui d'ailleurs débute par l'actualité du côté du Sénégal où l'ex-maire de Dakar, Papé Diop, a rallié le gouvernement. C'est un choix qui permet au camp présidentiel de rafler 83 sièges, soit la majorité parmi les 160 voix qui constituent l'Assemblée nationale. Kouma Bité a suivi pour nous cette actualité sans reportage. Macky Sall tient enfin sa majorité absolue à la suite du ralliement de Pape Diop, ancien baron du régime de l'ex-président Abdoulaye Wade, à la coalition de Benno Bokk Yakaar. Avec ses 82 députés, Benno Bokk Yakaar avait besoin d'une adhésion pour obtenir la majorité absolue et assurer une sécurité totale à l'Assemblée nationale. Pour ce dernier, l'idéal était de rejoindre Macky Sall pour déboucher le blocage dans le fonctionnement des institutions. Pape Diop briserait ainsi le rêve de plusieurs opposants. Quoi qu'il en soit, le peuple sénégalais considère que Macky Sall a fait un bon choix en décrochant l'ex-maire de Dakar pour permettre à Benno Bokk Yakaar d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Toutefois, certains pourraient bien évoquer les zones d'ombre dans ces élections législatives. Selon certaines sources, une main invisible avait réussi la prouesse d'enlever toutes les personnalités sur les listes des 25 dignitaires de l'ancien régime soupçonnés d'enrichissement illicite. Et je vous l'annonçais en titre, en visite de travail au Gabon, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, a été reçu par Ali Bongo, son homologue, le président du Gabon. Là-bas, il a émis le besoin de consolider les relations et coopérations entre les deux nations par la signature d'un protocole de défense, mais aussi il en a profité pour présenter le Sangocoin. Noira nous en fait le reportage. 48 heures, c'est le temps qu'aura duré la visite du président centrafricain en terre gabonaise. Le professeur Faustin Archange Touadéra est allé rencontrer son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Les raisons de sa visite, au-delà des questions bilatérales entre les deux pays, ne sont nulles autres que le remerciement de la République centrafricaine envers le frère gabonais. En effet, siégeant comme membre du Conseil de sécurité de l'ONU, le Gabon a pesé de tout son poids sur le groupe africain pour défendre la position de la région Centrafrique en ce qui concerne la levée de l'embargo sur les armes. Aussi, sollicitant un renforcement de la coopération bilatérale au niveau régional, le professeur Faustin Archange Touadéra s'est dit conscient du rôle crucial joué par les casques bleus gabonais dans la stabilisation de la République centrafricaine,
À en croire le leader centrafricain, un protocole de défense entre le Gabon et la RCA serait également d'un apport incommensurable. Les rapports sont... c'est plutôt au niveau des Nations Unies qu'au niveau du peuple centrafricain qui a beaucoup apprécié et qui regrette même le départ du contingent gabonais. Et c'est d'ailleurs un des objets sur lesquels nous avons échangé en ce qui concerne un prochain protocole d'accord de défense entre la République centrafricaine et le Gabon. Concernant l'adoption récente du Sangocoin, le projet révolutionnaire de la crypto-monnaie, le président centrafricain est resté fidèle à lui-même. Face à la presse, le professeur Faustin Akange Touadéra a rappelé que le Sangocoin vise les investisseurs étrangers qui pourraient participer à des investissements, notamment sur les infrastructures, les ressources naturelles et bien d'autres. En ce qui concerne l'adoption de cette loi, je pense que nous visons aussi donc les investisseurs étrangers qui pourront participer à des investissements sur les infrastructures, sur les ressources naturelles et bien d'autres qui font partie de l'initiative Sangocoin que nous sommes en train de développer. Je pense que sur les sites, vous pouvez donc regarder tout ce qui est proposé et je crois que c'est un appel aussi aux investisseurs qui sont nombreux sur les crypto-monnaies à investir dans le pays centrafricain. Rendons-nous en Éthiopie. À présent, dans ce grand journal, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a donné le coup d'envoi de la production d'électricité depuis les turbines de méga barrages du pays sur le Nil bleu, malgré maintes objections persistantes de l'Égypte et du Soudan. Bala a suivi pour nous cette actualité. Elle nous en donne les détails. C'est la deuxième des 13 turbines que comptera son méga barrage construit sur le Nil bleu. Et ce malgré les objections persistantes de l'Égypte et du Soudan concernant le projet. Le réservoir contient désormais 22 milliards de mètres cubes d'eau sur les 74 milliards de sa pleine capacité. Annonce faite le vendredi 12 août 2022 par le Premier ministre éthiopien. Lors de cette annonce, Abiy Ahmed n'a pas manqué d'exprimer sa grande satisfaction. Aujourd'hui, à cet endroit, c'est avec une grande joie que j'annonce que le troisième tour de remplissage du réservoir est terminé. Par rapport à l'année dernière, où le niveau d'eau était à 575 mètres, nous avons atteint 600 mètres, soit 25 mètres de plus que le remplissage précédent. Une bonne nouvelle pour Addis Abeba, que l'Égypte et le Soudan situés en aval du Nil n'apprécieront malheureusement pas, car précisons que la décision du jeudi 11 août 2022 a été prise alors qu'il n'existe toujours pas d'accord entre l'Éthiopie et ses voisins concernant les opérations du GERD. Le Caire et Khartoum ont toujours plusieurs fois demandé à l'Éthiopie de cesser le remplissage du réservoir, craignant ainsi que l'initiative ne nuise à leurs approvisionnements en eau. Regarde leur dépendance au Nil. Le Nil n'est pas notre propre création, c'est un don de Dieu. Ce cadeau nous a été donné pour que nous l'utilisions de manière responsable. Dieu nous a donné la main pour le faire, pour l'agriculture ou le commerce. Et nous avons tous la responsabilité de le faire. Ceux qui n'assument pas cette responsabilité doivent être blâmés. Le Nil n'est pas une propriété de l'Éthiopie. Il appartient au monde entier. Rappelons que le mois passé, l'Égypte avait protesté auprès du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'intention annoncée de l'Éthiopie de poursuivre unilatéralement le remplissage du réservoir de son barrage, entamé en juillet 2020. Dans l'actualité burkinabé, dans ce journal, à présent, l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré a quitté son pays avec l'appui et la facilitation du gouvernement de transition. Celui-ci aurait quitté le pays pour des raisons de santé à direction des Émirats arabes unis. Nous dites-vous dans cet élément, Emma Mouto. L'ex-président burkinabé Roch Christian Kaboré a quitté son pays à destination des Émirats arabes unis pour des raisons médicales, après avoir obtenu les autorisations du gouvernement de la transition. L'état de santé de l'ex-président est fragilisé depuis quelque temps. Il était donc temps que ce dernier puisse effectuer des examens médicaux en vue d'une meilleure prise en charge.
Accusé de n'avoir pas su endiguer la violence djihadiste qui perturbe le Burkina Faso depuis 2015, l'ancien président de 65 ans a été renversé le 24 janvier 2022 par le pouvoir de transition conduit par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, aujourd'hui président de la transition. D'abord placé en résidence surveillée dans une villa de Ouaga 2000, un quartier huppé de Ouagadougou, Roch Kaboré avait été autorisé à regagner son domicile privé dans la capitale burkinabé en début avril. Alors que ses partisans estimaient qu'il ne jouissait toujours pas de sa liberté, le gouvernement assurait de son côté qu'il avait bénéficié d'une libération totale. En mi-juin, le lieutenant-colonel Damiba l'avait reçu pour décrisper la situation politique. Lors de cette première apparition publique depuis avril, Roch Christian Kaboré était apparu très faible, suscitant les inquiétudes de ses partisans sur son état de santé. Le 8 juin 2022, il avait été empêché par ses partisans de participer à une réunion organisée par le pouvoir de transition avec d'autres anciens chefs d'État, dont Blaise Compaoré, afin d'accélérer la réconciliation nationale et trouver des solutions pour endiguer la violence djihadiste. Parlons à présent de la tournée africaine d'Anthony Blinken dans ce journal. Le Rwanda était la dernière escale du secrétaire d'État américain sur place alors qu'il était en train de s'entretenir avec Paul Kagame, le président rwandais. Celui-ci a souligné le risque d'instabilité régionale dû aux tensions existantes entre Kigali et Kinshasa. Dans ce reportage signé Kwaka Padip, plus de détails. Pour la dernière étape de sa tournée africaine, Anthony Blinken a rencontré le président rwandais Paul Kagame. Si les deux hommes ont abordé la question des droits humains, il aura surtout été question pour le secrétaire d'État américain d'essayer d'apaiser les tensions entre le Rwanda et son voisin, la RDC. Les deux pays qui sont accusés de soutenir des rebelles opposés l'un à l'autre. Car selon un rapport d'experts des Nations Unies, rendu public début août, l'armée rwandaise aurait lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des forces armées congolaises depuis novembre 2021 et jusqu'en juin 2022. Une version catégoriquement démentie par Kigali. Face aux journalistes, lors de la traditionnelle conférence de presse, le secrétaire d'État américain révèle d'ailleurs avoir discuté avec Paul Kagame de ses allégations de soutien au fameux groupe rebelle M23 en RDC, sujet évoqué la veille à Kinshasa avec Félix Tshisekedi. Anthony Blinken, qui n'a cependant pas condamné ouvertement le Rwanda, et préfère, en véritable équilibriste, parler d'informations crédibles sur un soutien aux groupes armés par toutes les parties, y compris celui apporté au FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, par les forces congolaises et le M23 par les forces rwandaises. En résumé, Anthony Blinken aura pris en compte le point de vue de Kigali dans la crise, puisqu'il a précisé que ce principe vaut pour le M23, mais aussi pour les FDLR, ce groupe rebelle opposé au gouvernement de Paul Kagame, et qui, selon Kigali, combat aux côtés de l'armée congolaise. Pour Kigali, les FDLR sont la cause principale de l'instabilité dans la région. Le Rwanda nie tout soutien au M23 et revendique le droit de protéger sa souveraineté et son peuple en cas d'attaque, condamnant ce que les autorités de Kigali appellent opération terroriste sur le territoire. Car toujours d'après Kigali, la présence des FDLR et l'étroite collaboration avec l'armée de la RDC a toujours été la cause la plus significative de l'insécurité, ce qui permet au FDLR de mener des opérations terroristes sur le territoire rwandais. Mais toutefois, au-delà des divergences entre les deux pays, jaillit une lueur d'espoir. Selon Anthony Blinken, à l'issue des discussions, les deux présidents rwandais et congolais ont accepté d'engager des pourparlers directs l'un avec l'autre et sont tous les deux prêts à reprendre les pourparlers dans le cadre du processus de Nairobi avec des groupes armés. Et cette tournée africaine d'Anthony Blinken s'est constituée de 3 arrêts, notamment en Afrique du Sud, au Rwanda et en République démocratique du Congo, durant lesquels il a redéfini les partenariats américains, plus que jamais menacés par la Russie et la Chine sur le territoire africain. Kwetu nous en donne les contours dans cet élément. C'est par une visite du mémorial du génocide des Tutsis au Rwanda qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a achevé sa tournée africaine le jeudi 11 août. L'annonce officielle de cette tournée le 32 juillet dernier, quelques jours seulement après celle de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, n'avait laissé aucun doute quant à la volonté des Américains à contrer l'expansion russe sur le continent africain. 3 étapes ont meublé le voyage d'Anthony Blinken en Afrique. Premièrement, l'Afrique du Sud, où le secrétaire d'État américain a rappelé le poids des prises de position de l'Afrique du Sud
en tant que première puissance africaine. Le pays ayant pris jusqu'ici une posture neutre dans le conflit russo-ukrainien. Bien qu'en rappelant l'autonomie de l'Afrique dans ses différents échanges diplomatiques, le danger des Wagner russes pour la sécurité des États africains était un rappel de la plus haute importance pour le diplomate américain. Les questions de sécurité, notamment transfrontalières, étaient également au centre des échanges entre Anthony Blinken et le président Félix Tshisekedi de République démocratique du Congo. Lors de la deuxième étape de sa tournée, Blinken a offert la médiation américaine dans le conflit à l'est du Congo, à la frontière avec le Rwanda, défendant l'intégrité territoriale du Congo avec qui les États-Unis entendent mener des combats écologiques pour la préservation de la forêt tropicale et du bassin du Congo, deuxième poumon en réserve de carbone, dont l'équilibre impacte celle de l'agriculture mondiale, un secteur clé de l'économie américaine. Des partenariats économiques précisément dans le secteur minier ont également été négociés, en respect de l'environnement, selon la partie américaine, alors que les entreprises chinoises exploitant des mines sont, elles, accusées de détruire l'environnement. La démocratie et les droits de l'homme étaient également un sujet épineux pour Blinken, au Congo comme au Rwanda, dernière étape de sa tournée. Le pays de Paul Kagame, régulièrement dénoncé par les ONG internationales et particulièrement américaines, comme Human Rights Watch, pour violation des droits de l'homme. La question du soutien présumé du Rwanda aux rebelles du M23 évoquée par les enquêteurs onusiens n'a pas manqué à l'ordre des discussions. Dans une approche strictement neutre, Blinken a quitté le Rwanda après avoir appelé à arrêter de soutenir les groupes armés. Le rendez-vous est pris à Washington au mois de décembre 2022 où se tiendra le sommet Afrique-États-Unis. Preuve, si besoin était encore, que l'Afrique devient terre d'influence pour les grandes puissances. Parlons à présent du sélectionneur marocain qui était donc sélectionneur depuis l'année 2019. Il ne sera malheureusement plus sur le banc des Lions de l'Atlas. Une décision qui a été officialisée par la Fédération marocaine de football. Son départ a été fixé le 11 août 2022. Une séparation justifiée par, je cite, des divergences de points de vue au sujet de la préparation marocaine pour les phases finales de la Coupe du Monde Qatar 2022. Dans cet élément, nous en donne les détails. Regardez. C'était attendu, c'est désormais officiel. La Fédération marocaine de football a annoncé s'être séparée à l'amiable de son sélectionneur Vaïd Al-Lodzik en poste depuis 3 ans à 3 mois de la Coupe du Monde au Qatar. La Fédération royale marocaine de football et le technicien franco-bosnien ont donc convenu de se séparer à l'amiable en raison des divergences de points de vue au sujet de la préparation idoine des Lions de l'Atlas pour la phase finale de la 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022, a indiqué la fédération dans un communiqué. C'est la 3e fois de sa carrière que Vaïd Al-Lodzik est remercié pour avoir qualifié l'équipe au mondial après la Côte d'Ivoire et le Japon. Rappelons qu'il était à la tête de la sélection marocaine depuis août 2019. La Fédération royale marocaine de football remercie Vaïd Al-Lodzik pour le travail accompli durant sa mission à la tête de l'équipe nationale, dont principalement la qualification pour la Coupe du Monde 2022, poursuit le communiqué qui met fin à des mois de spéculation sur le départ ou non du coach Vaïda. Ce dernier souhaite à son tour plein succès au 11 national dans l'avenir. La fédération n'a jusqu'ici pas encore révélé l'identité du prochain sélectionneur des Lions de l'Atlas, mais a affirmé qu'elle mobilisera tous les moyens afin d'assurer à l'équipe nationale une préparation idéale avant la Coupe du Monde 2022. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir regardé sur For You Télévision. Les programmes et l'information se poursuivent. Au revoir, Kayanza.